Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivre le journal de ce jour, jeudi 21 février 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons ce journal avec cette directive de l'état-major des armées du Niger. Dans une correspondance, l'état-major des armées du Niger a donné une directive dont le contenu menace la liberté de la presse. Une situation qui a suscité ce commentaire d'Ali Sissé Ibrahim. Les citoyens nigériens, partout où ils se trouvent sur notre territoire, ont le droit de savoir ce qui se passe dans notre pays, particulièrement en ces temps où les régions de Difa et de Tillabéri sont fréquemment attaquées par des terroristes. Le droit à l'information est garanti par la loi fondamentale en son article 31 en ces termes. Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Cependant, l'incongruité est venue d'une directive de l'état-major des armées qui dit en substance: interdiction absolue pour tout militaire ou personnel civil travaillant circonstanciellement avec l'administration de la défense ou sous contrat de prendre des images de corps de militaires ou de véhicules militaires endommagés ou détruits suite à un combat ou dans un combat. Cette interdiction s'applique aux journalistes ou tout autre professionnel des médias. Cette injonction de l'état-major est décourageante pour les journalistes soucieux de la protection de la liberté de la presse, qui voient en cette dernière une manœuvre en vue d'empêcher aux médias d'accéder aux zones de conflit. Certes, les zones de conflit sont dangereuses pour la sécurité des journalistes. Pour autant, cela ne doit pas être une opportunité pour entraver les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, les journalistes professionnels sont conscients de l'éthique et de la déontologie qu'ils doivent pratiquer lorsqu'ils ont la possibilité de se rendre dans les zones de guerre, car il y a des limites à ne pas dépasser. Par conséquent, l'état-major des armées doit revoir sa dynamique de vouloir restreindre le travail des journalistes. Le plus important à ce niveau est de trouver un terrain d'entente entre l'état-major des armées et les professionnels des médias relativement aux informations qui doivent être ou non diffusées en ce qui concerne les zones qui sont sujettes au conflit. Oui, Ali Sissé Ibrahim, cette directive de l'état-major des armées du Niger a suscité d'ores et déjà des réactions des professionnels des médias, des réactions dont je vous propose de suivre. On en fait un peu trop du côté de la presse. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un siècle où on parle de village planétaire, où les réseaux sociaux ont pris le devant sur tout autre média traditionnel. Aujourd'hui, ce qui se passe, on va vers les médias sociaux, on est dans les médias sociaux, tout le monde est dans les médias sociaux et on migre vers les médias traditionnels pour avoir la certitude de ce qui s'est passé, pour connaître la vérité. Il faut lire les journaux, il faut regarder la télé, il faut regarder la radio. Les médias sociaux nous ont envahis. On parle de fake news, on parle d'intoxication. Bref, pour avoir la vraie information, il faut se mettre du côté de la presse traditionnelle, la télé, la radio et les journaux. Par rapport à cette mise au point, en tout cas de l'état-major, je crois qu'on est quelque part en retard. Les forces armées nigériennes ont connu beaucoup de choses qui ne sont pas seulement révélées à travers les médias aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe au Niger est dit depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Des images d'illustration, ça existe, c'est dans la presse. Vous faites le tour du monde, vous allez trouver, chaque média a sa façon d'illustrer ce qui se passe, un phénomène. Le journaliste a le droit, il a la responsabilité de restituer ce qui se passe sur le terrain. Cette décision du chef d'état-major ne concerne pas les journalistes, elle concerne plutôt les militaires. Je ne vois pas pourquoi il s'est mixé dans un domaine qui n'est pas le sien. Parce que le travail du journaliste est bien encadré par la loi. Et moi, en tant que journaliste professionnel, je ne me retrouve pas dans cette correspondance du chef d'état-major qui s'adresse certainement à des militaires et non à des journalistes. Et je pense que nous sommes des journalistes professionnels. Depuis longtemps, nous savons beaucoup de choses, mais pour l'intérêt de notre pays, nous ne diffusons pas et ne publions pas certaines choses qui peuvent mettre à mal l'image du pays. Nous sommes bien encadrés par la loi, par les textes, et nous savons ce que nous faisons. Et donc c'est pour cela, moi je ne me retrouve pas dans cette correspondance-là. Moi je vais continuer à faire mon travail, je fais fi
de cette correspondance. J'appelle aux journalistes professionnels qui font leur travail convenablement. Ils ont leur façon de gouverner. Nous, les civils aussi, nous avons notre façon de gouverner. Et généralement, la muette, elle ne parle pas de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous avez vu la guerre du Koweït, est-ce que vous avez vu des images d'Américains morts? Vous n'en avez pas vu. Et récemment encore, même au Tchad, je crois qu'on a disloqué des rebelles, dit-on, et vous n'avez pas vu les images. Bon, ça, c'est leur principe. Mais je crois aussi que nous, on peut aller vers cette armée, lui demander des informations crédibles pour qu'on puisse également, disons, donner l'information au public. Parce que des fois, vous savez, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, il peut y avoir des informations alambiquées, des informations vraiment qui ne sont pas crédibles. Et ça peut amener à décourager ou à démobiliser l'armée. Par exemple, il y a des moments où même quand l'armée a pris le dessus, il y en a qui dans les réseaux sociaux disent le contraire. Mais je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. De toutes les façons, même si vous allez sur le terrain, il faut d'abord qu'eux vous donnent l'autorisation et assurent votre sécurité pour pouvoir faire votre reportage. Bon, c'est un principe chez eux. On ne peut pas déroger à leurs principes. Installé en avril 2017, le comité interministériel en charge d'élaboration des rapports aux organes de traité a débuté ce jeudi 21 février 2019 les travaux de sa première session. C'était sous l'égide du ministère de la Justice. Cet atelier donc a vu le jour avec l'appui de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Faisons le compte rendu avec Mariama Christina Barmou et Chebou Guissou. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle de la première session du comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes des traités et examens périodiques universels. Ainsi, l'accent sera mis sur l'élaboration du rapport initial du Niger sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Lors de notre installation le 26 avril 2017, dans cette même salle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne disait-il pas, je cite, « Les plus hautes autorités de notre pays, en décidant de rehausser le rang du comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes des traités et de l'examen périodique universel, attendent de vous que le retard accusé dans la soumission des rapports du Niger soit rattrapé. » Aujourd'hui, je peux affirmer fièrement et solennellement que cet objectif a été atteint. En effet, à la date d'aujourd'hui, notre pays est à jour dans la soumission régulière, aussi bien des rapports initiaux que périodiques. Au cours de cette cérémonie, un bref historique a été présenté sur la notion de droits de l'homme afin de cerner la problématique inscrite à l'ordre du jour. Pour ce faire, le directeur de cabinet du ministère de la Justice a relevé l'importance que revêt la soumission des rapports. L'importance de la soumission des rapports réside entre autres dans le fait que les comités d'experts des Nations Unies qui les examinent, en présence d'une délégation de l'État du Niger, les soumettent chaque année à l'Assemblée générale de l'ONU par l'intermédiaire du secrétaire général. Cela constitue ainsi un procédé concret pour évaluer les progrès réalisés par les États dans l'exécution de leurs obligations relatives aux droits de l'homme et les obstacles qui les freinent. C'est dire ici tout l'intérêt que le gouvernement, soucieux de l'image de notre pays, attache à votre travail. Cette formation des membres du comité durera 2 jours, une occasion pour les participants de perfectionner leur technique de rédaction des rapports liés à la disparition des personnes au Niger. Les acteurs des organisations de la société civile sont aussi en atelier de partage et d'information sur le processus d'élaboration de la politique nationale de la migration. Cet atelier est organisé par le projet GIZ Niger. Le compte rendu avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou.
Outiller davantage les structures de la société civile sur le processus d'élaboration de la politique nationale de migration, c'est l'objectif visé à travers cet atelier initié par le projet GIZ, un atelier de partage des résultats d'une importance capitale pour les OSC. La pertinence de cet atelier n'est point à démontrer quand on sait que la question migratoire revêt un caractère multidimensionnel et complexe qui nécessite le concours de tous pour parvenir à des solutions qui soient appropriées et qui tiennent compte des réalités de terrain. C'est donc le lieu d'appeler les organisations de la société civile à adopter ce qu'on appelle l'approche de dialogue constructif qui consiste à apporter des éléments enrichissants, des éléments en rapport avec le contexte pour que notre politique nationale de la migration soit adaptée, soit basée sur les droits humains, qui est l'autre champ important des organisations de la société civile, mais aussi qu'elle tienne compte de toutes les sensibilités et de toutes les réalités de terrain afin que les résultats attendus puissent être obtenus dans les meilleures conditions. Le représentant du projet GIZ a rappelé le rôle important que jouent ces acteurs dans le domaine de la migration. Le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire renforce les capacités du gouvernement nigérien à développer une politique globale, cohérente et basée sur les droits humains. La concrétisation de cet objectif a été pleinement amorcée à travers la retraite du comité interministériel tenu à Zender du 12 au 16 février 2018. La participation des acteurs de la société civile et de la Commission nationale des droits humains au processus de formulation de la politique nationale de migration permettra ainsi à ces acteurs clés de mise en œuvre de jouer un rôle primordial à travers la prise en compte des questions de développement, de droits humains, ainsi que dans le plaidoyer envers le gouvernement quant à sa responsabilité de respecter, de protéger et de garantir les droits et l'épanouissement des migrants, migrantes, réfugiés, personnes déplacées internes et communautés d'accueil. Quant au président du comité de pilotage, il n'a pas manqué de saluer l'initiative. Nous sommes au stade où les sous-comités ont bouclé leur étude thématique et ont déposé chacun leur rapport. Il s'agit pour nous de partager avec les organisations de la société civile les conclusions de ces rapports, d'entendre des représentants de ces organisations leurs observations, leurs remarques, leurs suggestions et leurs préoccupations en vue de les intégrer dans la démarche ultime donc de compilation des travaux des sous-comités en vue d'un document final donc global qui sera celui de la politique nationale de la migration. Rappelons que cet atelier de partage et d'information sur le processus d'élaboration de la politique nationale de migration durera une journée. Direction Académie des Arts Martiaux qui a servi de cadre ce matin au lancement officiel du Festival international du Mille Festimil. Il a porté sous le thème défis et perspectives de la culture du mil au Niger. Ce festival a pour but de promouvoir l'alimentation saine et équilibrée en milieu rural afin de mieux lutter contre la malnutrition. Le compte rendu avec Arieta Sala et Aboukar Souley. Sur initiative de la première dame Dr Lalla Malika Issoufou, le festival international du Mille Festimil a vu le jour au Niger et la présente cérémonie consacre le lancement officiel de sa première édition. Cette ingénieuse idée de la première dame qui permet de mettre en valeur et ressortir l'importance du mil au Niger a été soutenue par le ministère de l'Agriculture, celui de la Santé, l'INRA, l'ICRISAT et le ministère de la Renaissance culturelle. Le mil apparaît comme une alternative dans la recherche de sécurité alimentaire et nutritionnelle aggravée par les effets du changement climatique. La première édition du Festimil, placée sous le thème Défis et perspectives de la culture du mil au Niger, a pour but principal de promouvoir l'alimentation saine et équilibrée de la famille, particulièrement en milieu rural, afin de mieux lutter contre la malnutrition. Plus spécifiquement, le Festimil vise à mieux faire connaître l'importance de la culture du mil,
renforcer la concertation et la synergie entre les acteurs de la chaîne de valeur du mil, attirer l'attention des investisseurs sur la nécessité de soutenir la production du mil, mettre en exergue le rôle fondamental du mil dans l'équilibre alimentaire et la lutte contre la faim et la malnutrition. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la première édition du Festimil, a axé son intervention sur la chaîne de valeur du mil. L'événement que nous célébrons aujourd'hui et que la Fondation Tatali Yali s'associe découle de la volonté fortement exprimée par notre pays, à savoir l'atteinte de l'objectif fin zéro à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est l'une des priorités du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le mil, céréale adaptée aux sols pauvres et aux zones arides, constitue l'aliment de base produit par nos laborieux agriculteurs et consommé par plus de 80% de notre population. Outre ses avantages du point de vue économique, alimentaire et nutritionnel, le mil constitue une valeur culturelle qu'il faut protéger et promouvoir. Comme la campagne Consommons nigérien, cette rencontre a vocation à donner une place de choix à nos productions nationales, à leur donner de la visibilité et à les valoriser. C'est le lieu de dire que la première édition du Festimil est une chance pour les Nigériens et la communauté internationale. Cette première édition enregistrera aussi des expositions ventes des produits à base du mil, des expositions des variétés de mil, des concours culinaires de recettes, des conférences débats, de la dégustation et un atelier culinaire. Cette présente cérémonie a été une occasion pour l'ICRISAT et l'ANSI de signer une convention de collaboration pour promouvoir le mil au Niger. L'ICRISAT a aussi décerné une attestation de reconnaissance à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, pour son engagement dans la promotion de l'alimentation saine et équilibrée à travers le mil. Un panel de haut niveau sur le mil a été animé par le ministre de l'Agriculture, la première dame et bien d'autres panélistes. La cérémonie de lancement a pris fin avec la visite des stands et la dégustation des mets à base de mil. Point de presse cet après-midi du représentant de Dangote au Niger. C'était un point de presse pour apporter un démenti formel aux propos tenus par l'avocat de la SONIDEP dans le litige qui oppose cette société à Borkir International. Je vous propose de suivre le résumé de ce point de presse avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Cette sortie médiatique de Dangote Ciment fait office d'un démenti formel aux propos tenus lors d'un point de presse de l'avocat représentant la SONIDEP dans le litige qui l'oppose à Borkir International, une société qui n'a aucun lien ni de près ou de loin avec Dangote Industries. Dangote Cement PLC prend note du point de presse et interview du conseil représentant la SONIDEP dans le litige qui oppose cette dernière à Borkir International Limited et répond ce qui suit. 1. Borkir International Limited n'est la filiale d'aucune des compagnies du groupe Dangote, ni Elhaji Aliko Dangote, Dangote Cement PLC, Dangote Cement Niger SA, ni aucune des compagnies du groupe Dangote n'est affiliée avec Borkir International Limited. 2. Elhaji Aliko Dangote, Dangote Cement PLC, Dangote Cement Niger SA et aucune des compagnies du groupe Dangote n'ont de relations d'affaires ou de commerce avec la société SONIDEP. Et aucune de ces entités n'a de dette envers la SONIDEP ou aucune autre compagnie au Niger d'ailleurs. 3. Des camions appartenant à la société Dangote Cement PLC ont été saisis de manière arbitraire et illégale pour une dette de la compagnie Borkir International Limited envers la SONIDEP. C'est pourquoi Dangote Ciment a sollicité les services du cabinet d'avocats SCPA, le seul donc habilité à se prononcer au nom de Dangote Ciment. Dangote Cement PLC a requis les services du cabinet d'avocats SCPA Témis pour contester
la saisie pratiquée sur ces camions. Quatrième point, le cabinet d'avocats SCP Artemis est le seul cabinet d'avocats habilité à parler au nom de Dangote Cement PLC et de El Hadji Aliko Dangote dans le cas de la présente affaire de saisie. 5. El Hadji Aliko Dangote, PDG de Dangote Cement PLC et des compagnies du groupe Dangote, n'est pas un homme à se soustraire à ses obligations. Tout au long de sa carrière, M. Aliko Dangote s'est bâti une réputation globale d'honnêteté, d'intégrité et de droiture. Ainsi, El Hadji Aliko Dangote, Dangote Cement Niger SA, Dangote Group et compagnie exigent des excuses immédiates de la part de la SONIDEP et son avocat pour avoir été diffamé et se réserve le droit, le cas échéant, de saisir les juridictions compétentes. Suite au mouvement de grève engagé la semaine dernière par le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX pour exiger entre autres la poursuite du processus électoral à l'université de Maradi, le ministre de tutelle a adressé une correspondance au SNEX. Dans celle-ci, le ministre a notifié au syndicat les retenues sur salaire pour faire des grèves qui seront opérées. Ce qui a suscité cette réaction du secrétaire général du SNEX dans ce reportage signé Momouni et Halidou Brema. Manifester son mécontentement à travers une grève est un droit universel reconnu dans les pays du monde entier. Ce qui est mal vu par les autorités nigériennes, c'est en ce sens que le gouvernement a décidé de couper les salaires des enseignants-chercheurs chaque jour qu'ils partent en grève juste pour avoir revendiqué leurs droits légitimes. Cette attitude errontée des autorités est une manière de vouloir intimider les enseignants. Nous avons qu'une seule perspective, c'est la jouissance de notre droit de grève reconnu par la Constitution. Dans la deuxième phase, puisqu'on l'a suspendu, on l'a repris, parce que l'État pense qu'il va nous endormir par le dilatoire, l'exploitation du temps. Nous avons déposé un préavis le lundi 11 février 2018, où on n'a pas eu gain de cause. Ce préavis a été sanctionné par le dépôt de 2 mois d'heures de grève. Bon, actuellement, on a déposer un préavis donc pour montrer à l'opinion nationale et internationale, on ne grève pas pour jouer au détriment des étudiants. Et on donne une chance au gouvernement, puisqu'il a raison, l'a quitté, pour qu'il retrouve la raison et qu'il vienne sur la table pour consigner le protocole d'accord qu'on a déjà élaboré. Donc on a déposé un préavis de 6 jours. Du 6 jours, d'abord ici à l'intention de l'opinion nationale et internationale, puisque souvent quand il y a des conséquences, c'est-à-dire les retards académiques, on nous condamne et on ne condamne pas le gouvernement. Donc c'est pour montrer d'abord à l'intention de l'opinion nationale et internationale, mais aussi à l'intention particulièrement des étudiants, qu'on ne grève pas pour jouer à leur détriment. La retenue sur salaire pour faire des grèves ne décourage en rien les SNEX qui a renoué avec le mouvement. Si l'État ne saisit pas cette occasion pour revenir sur les meilleurs sentiments, puisqu'on a multiplié par 2 le préavis de 72 heures, ça va commencer d'aujourd'hui jusqu'au mercredi 27. Si l'État va apercevoir ça comme un signe de faiblesse, nous allons adopter une autre stratégie. Et là, je crois, les étudiants vont se rendre à l'évidence de quel côté se trouve leur obstacle significatif. Leur principal obstacle, c'est l'État. 6 jours. Ce qui veut dire, si on donne 3 jours, ça fait 9 jours de préavis qu'on a donné à l'État. Pour qu'ils reviennent sur les meilleurs sentiments, c'est-à-dire permettre ce que la Constitution et les textes nous ont reconnu, l'élection de nos responsables administratifs et académiques. L'avenir va nous donner une autre perspective. Par cette décision, le SNEX a assigné le gouvernement en justice et le procès est prévu pour le 13 mars prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les enseignants tiennent également le gouvernement comme seul responsable des perturbations académiques qui découleront de cette situation.
Point final de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.